Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Une teigne qui ne lâche rien. C'est pas moi qui l'affirme, c'est sa maman. Autant dire qu'on la croit sur parole. On dira aussi une reine qui ne lâche rien. Notre invitée est brestoise. Les embruns, elle les a pris assez tôt dans le nez. À 7 ans, elle était déjà sur un bateau. Le collège, le lycée, en sport-études, elle a toujours trouvé du moment pour aller naviguer, mais après, c'est devenu plus difficile. Et il a fallu faire des choix qui allaient pouvoir lui permettre de travailler et de disputer des compétitions au plus haut niveau. Alors, elle a une sorte de double vie. En civil, elle est professeure d'EPS dans un collège au Havre. Et puis, quand elle enfile ses bottes et son ciré de championne, elle devient la meilleure barreuse de match racing du monde. Son nom et celui de ses équipières sont à jamais associés à une performance XXL. 3 titres de championne du monde consécutifs, s'il vous plaît. Le dernier, pas plus tard que début juillet 2023. On ne compte même pas les couronnes européennes. Le duel sur l'eau est devenu sa spécialité, et même si le circuit n'est pas le plus médiatisé, n'est pas professionnel non plus, elle a mis la planète à ses pieds. Pour preuve, elle a été retenue dans l'équipe qui représentera la France pour la toute première Women America's Cup de l'histoire. Ça aussi, c'est une sacrée aventure. Mais on l'a dit, elle ne lâche rien, et l'envie et la curiosité ne la quittent pas, au point que cette année, elle s'est essayée à la course au large. À 34 ans, après des années à briller entre des bouées, elle a passé 19 jours en mer pour la première Transat Paprec en double mixte. Et comme c'est une battante, elle a même failli gagner avec son équipier Corentin Auro. Ce sera finalement la 3e place. Pas mal pour une première. Oui, au collège Romain Roland du Havre, il y a une prof vraiment pas comme les autres. Et nous, on a la chance d'avoir avec nous cette immense championne, aussi talentueuse que discrète. Pauline Courtois est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Pauline, tout va bien ? Très bien, merci. Bon, écoute, c'est ma petite question rituelle. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi ? Quand même, vaste question. À vrai dire, moi, la question, je me l'étais pas tellement posée jusque-là. Moi, en tout cas, c'est pas un point qui m'a freinée et sur lequel je me suis arrêtée. Moi, j'ai un peu fait ce que je voulais, un peu comme je le voulais, et c'est pas un point qui m'a du tout arrêtée. Après, je comprends très bien que ça puisse freiner certaines, parce que c'est sûr que plus on avance, plus on se rend compte en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup quand même de filles sur le circuit, même si en match racing, nous, on a vraiment la chance d'avoir un circuit féminin, et je pense qu'ils sont assez novateurs. Ils ont été dans les premiers à vraiment valoriser ça, donc on voit que c'est plutôt une chance. Et puis dans le moment, la voile féminine quand même, on voit que ça se développe et qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent, et je pense qu'on est vraiment une génération qui avons la chance de vivre ça. Et moi, pour ma part, j'ai quand même envie déjà de surfer là-dessus et
de continuer là-dedans pour que les filles aient la chance de pouvoir bénéficier de tous ces projets qui s'ouvrent à nous. Quand tu dis continuer là-dedans, ça veut dire quoi? Pour que Bah ça... là, ouais, bah là, par exemple, sur la Transat Paprec, on l'a vu, hein, la course au large, ils font pas mal d'efforts pour ouvrir la voile aux féminines sur un milieu qui était quand même jusque-là très masculin. Et moi, j'ai quand même bénéficié vraiment de ça parce que je pense que j'avais pas du tout prévu de faire de la course au large. Et du coup, le projet s'est présenté, donc j'ai un peu sauté dessus. Et l'America's Cup, c'est sûr que ce sera la première édition où il y a une édition féminine. C'est quand même génial. L'America's Cup, c'est quand même un rêve pour pas mal de monde. Et on a vraiment de la chance de pouvoir bénéficier de cette première édition. Quand ta maman, elle dit que tu es une teigne qui ne lâche rien, il y a quoi derrière ces mots-là? Je sais pas. Ouais, c'est sûr que je lâche rien. Et puis, mais je pense que c'est aussi un peu les opportunités qui font ça. J'aime bien essayer pas mal de nouvelles choses et aller un peu jusqu'au bout, quoi. Tu nous parles de ton actu, là. Il y a quelques jours, tu devenais, allez, je vais le dire encore, championne du monde. Quel exploit, un 3e titre consécutif. C'était au Danemark cette fois. Alors, je rappelle quand même à nos auditeurs et nos auditrices, le match racing, c'est des duels. C'est un bateau contre un autre bateau. Il suffit pas forcément d'aller plus vite, il suffit d'être devant, en fait. Et là, sur ce mondial-là, si je me trompe pas, il y a eu 17 matchs et votre équipage n'a perdu qu'un seul match. Quelle performance. Ça a été quoi, ce 3e titre-là? C'est sûr que c'est juste génial. On fait une super semaine. Pas facile parce que sur le papier, c'est sûr qu'on a marqué beaucoup de points, mais les conditions étaient un peu fortes sur les premiers jours et on a joué le dernier jour de finale dans des conditions complètement différentes avec, je pense qu'on a eu au maximum 5 nœuds de vent sur cette dernière journée. Et nous, on n'avait pas essayé le bateau dans aussi peu de vent. Donc, il a fallu vraiment s'adapter très, très vite pour être au niveau des Danoises qui, elles, s'entraînent sur ce bateau. Et voilà, donc on est vraiment ravis de gagner un 3e titre, même si sur le papier, on était bien favorite, et faut quand même aller le chercher. Donc, on est vraiment ravis du résultat. Justement, ça fait quoi d'attaquer des championnats du monde avec cette étiquette de tenante du titre, avec cette étiquette de favorite? Est-ce que toi, c'est un poids ou est-ce que c'est une étiquette qui te plaît et que tu assumes complètement? Le poids, ça a pu l'être. Après, on était déjà favorite de la dernière édition, donc J'aime bien la façon dont tu dis ça. Blasé, notre Pauline. Non, pas du tout blasé, mais par contre, c'est sûr que ça l'a été. En 2019, je pense qu'on avait déjà les moyens de gagner le mondial et on le gagne pas. On perd en demi 3-2. Et je pense que ce poids-là, à ce moment-là, il nous a pesé. Et du coup, on a bossé là-dessus avec l'équipage pour que justement, ce soit plus un poids. Il a eu quelle saveur, ce titre-là? Je sais pas trop comment décrire, mais par contre, on est avec le même équipage depuis, en tout cas, la même base d'équipage depuis 5 ans. Et c'est sûr que c'est un peu la consécration du travail d'équipe. On a pas mal bossé pour arriver à dérouler comme ça. Et quand ça se déroule, quand tout se passe bien, c'est quand même génial à vivre. Pauline, elle commence comment ton histoire avec la voile, avec la mer? Alors on l'a dit, t'es brestoise. Bon, forcément, t'es pas très très loin de l'eau. Comment est-ce que ça commence tout ça? Et complètement par hasard, parce que mes parents ils faisaient pas du tout de voile, donc j'étais pas forcément destinée à faire de la voile. Par contre, ils nous ont inscrits à pas mal d'activités, que ce soit du sport ou d'autres activités. On a fait aussi de la musique et mes sœurs faisaient du dessin. Et donc mes parents, et comme on habite à moins de 10 minutes quand même du club, c'était quand même l'occasion de faire. C'est dommage de pas essayer la voile alors qu'on a ça juste à côté. Donc il nous a inscrit à un stage d'été et j'ai bien accroché, mes sœurs ont suivi. Et c'est parti comme ça, d'un stage d'été en optimiste. Et alors après, ça se poursuit, on l'a compris assez classiquement, si je puis dire, avec du 4-20, du 4-7, le sport-études aussi. À quel moment est-ce que c'est devenu une évidence pour toi que la voile ferait partie intégrante de ta vie? Assez vite en fait, parce que quand j'ai choisi de faire sport-études, je savais déjà que je voulais concilier les deux. Et ensuite, après le bac, quand j'ai choisi mes études, c'était assez clair pour moi qu'il fallait que je choisisse des études qui me permettent de naviguer, des études et un métier qui me permettent de
de naviguer à côté. Je concevais pas la chose autrement. Donc quand j'ai réfléchi à ce que je voudrais faire, ça a vraiment été un paramètre important dans le choix. Parce qu'à aucun moment l'idée de devenir pro ou de te lancer dans une carrière professionnelle dans la voile ne t'est venue à l'esprit? Bah si, pourquoi pas, mais par contre je voulais pas avoir que ça. Je voulais vraiment avoir quelque chose à côté. Alors c'est pas, enfin je dis pas que à un moment je zapperais pas pour faire que de la voile, mais par contre c'était évident que je voulais avoir quelque chose à côté. Et donc j'ai choisi de faire prof de PS. C'est plutôt sympa. Ça t'apporte quoi justement d'être prof de PS? Parce que c'est pas rien d'être professeur quand même si ça se marie bien avec ton autre carrière. Ça veut dire quoi d'être prof de PS pour toi? Ah bah ça se marie, c'est sûr que ça se marie plutôt bien. Bah ça me permet c'est complètement différent déjà. Ça reste bien dans le sport, mais et ben ça permet de partager quand même pas mal de choses et d'amener. Moi en plus je suis dans un collège qui est en REP, donc qui est en éducation prioritaire. Et les élèves, il y en a pas mal qui font pas d'activité à côté et qui font pas trop de sport à côté, donc ça leur permet vraiment de faire découvrir ça et de leur donner le goût à ça. Et ça, je trouve ça vraiment top. J'ai lu dans un papier là quand tu les as emmenés faire du bateau pour certains, j'imagine pour la première fois. C'est important de transmettre quoi comme genre de valeur au-delà évidemment du goût qu'ils peuvent effectivement avoir pour ce sport-là. Je pense que déjà de vivre ensemble, parce que c'est pas inné pour tout le monde. Donc de respecter les copains, l'entraide. Là, ils étaient à 5 sur le bateau. Nous, on a la chance d'avoir une classe voile dans le collège. Et là-dessus, c'est génial pour faire ça. Donc s'entraider tout le temps, se rendre compte que tout seul, on n'avance pas forcément aussi vite qu'avec des copains. Et être un peu persévérant, parce que donc dans l'activité, ils réussissent pas du premier coup. Et c'est quelque chose où ils se rendent assez vite compte qu'en fait, ils font des progrès et ils croient plus en eux. Il y en a qui n'ont pas trop confiance en eux et ça développe vraiment ça. Et c'est génial de voir qu'à côté, ils réutilisent ça au collège. Quand on est prof d'EPS en collège en 2023, on tient quoi justement comme discours auprès des jeunes filles? Je sais pas si on en tient justement en particulier parce que je crois que je fais pas trop de différence de genre. C'est vraiment des élèves comme les autres. On a des élèves qui sont tous différents, mais qu'ils soient filles et garçons, ils sont différents de toute façon. Et bah ouais, je pense que le vivre ensemble a un point particulier et ouais, pour moi, je fais pas de différence. On fait les mêmes activités avec tous les élèves, on leur propose les mêmes choses à faire et donc les filles sont capables de faire la même chose que les garçons. Donc faut croire à ça et avancer avec ça. Ils se rendent compte qu'ils ont une sacrée championne comme prof ou pas? Ils ont alors ouais, ils suivent pas mal pour la transat. Ils ont pas mal suivi. Quand je suis rentrée, ils avaient préparé une liste, mais je pense qu'il y avait 50 questions. Ils ont vraiment suivi tous les jours. Ils faisaient un point pour savoir où était le bateau, etc. Ils s'étaient dégoûtés quand on perdait des places et ça c'était marrant à voir. Ils le font un peu moins quand je suis en match parce que c'est sur du moins long terme, donc ils ont plus de mal à suivre. Ils demandent comment ça s'est passé, etc. Mais ils ont plus de mal à suivre au jour le jour. Et là, sur la transat, ça leur a bien plu. C'était quoi les questions justement dans la fameuse liste des 50 interrogations qu'ils avaient? Ah bah c'était très pragmatique, hein. C'était savoir ce qu'on avait mangé, c'était savoir si on avait fait la fête en arrivant, c'était savoir si on avait pu faire du tourisme en arrivant, combien de temps on était resté là-bas, comment on s'était lavé sur le bateau, enfin des questions qui se rapportent un peu à leur quotidien et où ils voyaient pas trop comment ça pouvait s'adapter sur un bateau. Et toi, quand tu passes d'un mode de vie à l'autre, c'est-à-dire bah voilà, tu reviens de ta transat et puis j'imagine que quelques jours plus tard, tu dois retourner enseigner. Comment est-ce que tu maries ces deux activités? Comment est-ce que tu switches d'un mode à l'autre? Comment est-ce que peut-être ta première transat, ça t'a changé et que ça te change comme prof? Comment ça se passe toi dans ton quotidien?
déjà, faut être capable de switcher assez vite parce que les élèves, ça fait pas d'importance qu'on revienne ou qu'on soit là tout le temps. Donc, si on n'est pas un peu dans le présent, eh ben, ils nous mettent un peu la misère. Donc, donc ça demande quand même d'être bien sur le dossier en rentrant. Et bah en fait je fais ça depuis assez longtemps parce que même enfin en fait depuis que je suis en sport-études bah, on rentre de compétition et puis faut aller en cours après ou faut maintenant bosser. Et donc en fait c'est quelque chose qui est assez bah, je sais pas maintenant habituel quoi, de switcher entre naviguer et revenir bosser. On va évidemment reparler de cette première transat, mais avant, on va quand même évoquer ta spécialité. On l'a dit, t'es avec ton équipage, bien sûr. Hein, vous êtes assise sur le toit du monde depuis 3 ans. Comment est-ce que le match racing est venu à toi? Ou comment es-tu venu au match racing? Ouais, bah non, il est plutôt venu à moi parce que j'avais pas trop envisagé de faire ça non plus. Et ben un peu pareil par hasard. Moi, je faisais du 4-7 et mon équipière, donc c'était assez la suite assez logique en sortant du 420. Je suis passée en 4-7 et mon équipière a décidé de poursuivre ses études. Donc il fallait que soit je change d'équipière, soit je trouve une autre discipline. Et à ce moment-là, le match racing était olympique. Et Julie Bossard 2012? m'a proposé, oui, exactement, c'était en 2012. Et Julie Bossard m'a proposé de faire la dernière saison de l'Olympiade. Donc elle n'était pas sélectionnée, mais elle continuait sur le circuit des World Cup. Elle m'a proposé de faire GV tactique avec elle sur cette dernière saison. Donc ce que j'ai fait, et la discipline m'a vraiment plu. Ce mélange un peu de technique où il y a un peu quand même l'urgence de décider parce que il y a l'autre, et puis de régate au contact un peu. Et ce mélange aussi de jeu, parce qu'il faut quand même être capable d'être un peu joueur et de jouer avec l'adversaire. Et ça m'a vraiment plu. Et donc à la suite de cette saison, elle a un peu arrêté et à ce moment-là, il y avait un circuit universitaire de match racing qui était avec le mondial. Et la fédération universitaire m'a appelé pour savoir si je voulais pas les barrer au mondial. Et bon, bah du coup, c'était l'occasion. J'ai monté à l'équipage et on fait deuxième du mondial universitaire, ce qui nous permet d'être un peu invités sur les épreuves universitaires à l'étranger. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc un peu par hasard. J'avais pas À Brest, il y avait pas cette discipline. J'avais pas du tout. Je l'avais jamais essayé et ça m'a vraiment plu. Comment on choisit son équipage? Comment on choisit ses filles, celles avec qui on va vivre beaucoup, aller faire de la compétition au plus haut niveau? On va les nommer, hein, tes équipières, Ouais. Malène Lemaître, Louise Acker, Clara Bayol et Théa Kélif. Ça demande pas mal de temps. Nous, on a une question de gabarit déjà en match racing. Donc, on a un poids maximal qui est pas mal d'atteindre parce que souvent, on est pas mal avantagé à être lourd. Alors nous, paradoxalement, on est plutôt un équipage léger parce que en France, on n'a pas beaucoup de filles qui sont grandes et qui sont lourdes par rapport aux étrangères. C'est un fait. Donc nous, on est plutôt un équipage léger. On n'est jamais au poids maximum, mais on a bossé sur autre chose pour être quand même compétitif face à ça. Et après, je pense qu'il y a un peu de feeling dans l'équipage. Il y a une spécialité sur les postes et il y a quand même une question de dispo des filles parce qu'on navigue beaucoup et que c'est pas professionnel. Donc c'est un point aussi qui rentre en compte. Et avec Louise et Maëlène, ça fait 5 ans qu'on navigue ensemble. Et Clara et Théa, elles sont arrivées l'année dernière pour le mondial en Nouvelle-Zélande, parce qu'on naviguait avant avec Sophie Faguet et avec Nathalie Corson, qui ont choisi de partir sur d'autres projets. Donc on a un peu remanié l'équipage l'année dernière. Mais le fait d'avoir une base fixe, ça nous a vraiment aidé à faire cette transition. Et c'est ça qui est top. Ça ressemble à quoi, justement? Tu dis que c'est un planning et une saison assez chargée. Ça ressemble à quoi une saison de match race sur le circuit féminin? Alors la saison, elle est majoritairement groupée entre le mois d'avril où ça commence souvent aux États-Unis et le mois alors ça dépend des années, mais souvent ça termine en septembre-octobre. Et en fait, il y a à peu près un événement par mois, donc un événement d'une semaine ou 10 jours à l'étranger. Et pour s'entraîner donc toute cette période, toute cette saison internationale, on fait le circuit français avant ça, qui
qui commence en novembre et qui termine avec le championnat de France en mars. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans aussi, on essaye de faire un peu les étapes de World Tour Open. Donc avec les garçons aussi. Avec les garçons, et c'est exactement ça. On a été invité au mondial il y a 2 ans, et l'année dernière on n'a pas pu y aller, mais on sera aux Bermudes cette année. Bravo. Bah ouais, merci. Je me permets de rebondir puisque tu abordes justement ces invitations sur le circuit Open. Tu disais aussi dans des articles que j'ai lus qu'il n'y en a finalement pas tant que ça, des invitations pour être confronté aux garçons. Alors sur les bateaux sur lesquels vous naviguez et en plus en match race, ce serait quand même complètement envisageable qu'il y ait beaucoup plus de confrontations, en tout cas une flotte qui soit mixte. Pourquoi à ton avis il n'y a pas plus d'invitations que ça encore? Eh ben, c'est difficile à dire, mais en fait, en match racing, déjà, les bateaux sont fournis par l'organisateur, donc il y a un nombre de places limité sur toutes les épreuves. Donc c'est généralement 12 ou 16. Donc déjà, ça limite le nombre de personnes invitées. Et jusque-là, les circuits féminins et les circuits open étaient très très distincts. C'était la première fois, donc on a été invité au mondial, c'était la première fois qu'il y avait des filles qui étaient invitées au mondial. Donc on était invité avec l'équipage suédoise. Et par contre là on voit quand même que ça bouge. Là je pense que sur toutes les épreuves open il y a eu au moins un équipage féminin cette année. Enfin équipage d'une barreuse féminine, parce que souvent ça s'est déplacé avec des équipages mixtes, mais là depuis cette période là je pense qu'il y a vraiment des équipages qui deviennent mixtes. Le mondial jeune est obligatoirement mixte, donc on voit vraiment la volonté des instances du match racing de favoriser ou la mixité ou la pratique féminine. Et je pense que dans la discipline, en tout cas, ils sont assez précurseurs là-dedans. Comment vous en êtes sorti face aux gars, justement, l'année dernière? C'était en Nouvelle-Zélande, hein? Non, en Nouvelle-Zélande, c'était féminin, c'était aux Bermudes. C'était aux Bermudes. On s'en est pas bien sorti, mais mais pas plutôt de notre faute que on y allait avec un équipage mixte, on n'avait jamais navigué ensemble et on a fait une super phase d'entraînement et on n'a pas la régate ne nous a pas souri. On espère faire mieux cette année. On te le souhaite. Dis-nous, c'est quoi le plaisir d'être barreuse d'un équipage quand on fait du match race? Alors évidemment, match racing, on pense tous à la Coupe de l'América parce que c'est la vitrine pour cette discipline, mais quand on n'est pas sur la Coupe de l'América, mais sur ton circuit, le circuit féminin, c'est quoi ce plaisir-là d'être à la barre d'un équipage dans cette discipline? Je sais pas si le plaisir d'être à la barre il est différent du plaisir d'être équipier sur un bateau, parce que je pense que quand même. Ouais, je suis la chef, mais sans les équipiers de devant, on fait rien en fait. Et assez vite, on s'en rend compte. Et je pense que c'est vraiment une particularité du match racing. Sans la cohésion d'équipage et sans tout le boulot technique qui est fait par les équipiers, et en fait, le bateau ne tourne pas. Donc on peut pas. Enfin, on est vraiment. C'est vraiment un travail d'équipe. Et sans le reste de l'équipage, on est bloqué dans tout ce qu'on fait. Donc c'est la cohésion d'équipe qui fait vraiment vraiment la différence, et ça on en est persuadé. Et de barrer, il y a quand même le côté joueur, c'est un peu nous qui jouons avec l'adversaire, et ça c'est quand même plutôt sympa. On l'a dit aussi, Pauline, c'est pas professionnel le circuit de match racing. Alors tu nous as parlé de tes 2 casquettes, de comment on switch. Est-ce qu'on doit être aussi un peu, comment dirais-je, pas femme d'entreprise, mais du coup aller chercher des sponsors? On sait qu'il y a la Ligue de Normandie qui vous soutient beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi cette casquette-là, cet engagement-là aussi qu'il faut avoir? Ouais, un petit peu. Nous, on a la chance d'être d'être soutenu en tout cas par Normandie Ultime, qui est un club de mécènes. Monté par la Ligue de voile de Normandie. En match racing, ce qui est compliqué à vendre à des sponsors, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas de bateau on n'a pas de bateau qui soit floqué avec leur marque. On se déplace sur les bateaux de l'organisation. Donc, à part leur donner le nom de l'équipe, nous, on n'a pas vraiment et puis s'habiller avec leur tenue, on n'a pas vraiment de possibilité d'avoir du visuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas facile c'est une discipline qui est pas facile à vendre, surtout que, alors, il y a des pays où c'est très médiatisé, mais en Europe, c'est pas très bien filmé, c'est
c'est génial quand l'épreuve est sur place dans le pays parce qu'elle est visible, on navigue tout le temps près de terre. Donc c'est visible de la terre, c'est celui qui gagne gagne, donc c'est très facile à comprendre et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent sur les épreuves, ils sont assez ravis du spectacle qui est donné, mais par contre c'est pas retransmis et donc là-dessus c'est difficile de vendre un projet comme ça à des partenaires. Donc on a de la chance d'être soutenu par nos clubs, par le Normandie Team justement et par un peu la région. Est-ce que c'est un peu frustrant d'être justement si peu médiatisé? Ben, je crois pas. Je crois on prend vraiment du plaisir dans ce qu'on fait. Ben, on le sait au départ hein, que c'est pas très médiatisé et du coup c'est pas pour ça qu'on le fait. Donc non, je suis pas sûre que ce soit frustrant. Bon, en tout cas, ce qui n'a pas été frustrant, c'est les sélections pour la Women America's Cup. Je vois ton grand sourire. Des sélections qui se sont déroulées vers le mois d'avril à l'ENV. Vous étiez plusieurs, hein, évidemment, à postuler. Tu fais partie du tout petit groupe de retenus. Ces sélections, tu les as vécues comment, Pauline? Et ben déjà c'était hyper sympa. Franchement, ce qui est marrant et on se le disait en arrivant en sélection, c'est qu'on connaissait quasiment tout le monde, enfin toutes les filles parce qu'en fait on s'est à un moment ou un autre pour quasiment toutes croisées sur différents circuits. Et on s'était, du fait de nos projets respectifs, il y en avait pas mal que j'avais pas vu depuis très longtemps. Donc déjà, c'était très sympa de pouvoir discuter avec elles, de savoir où elles en étaient, ce qu'elles avaient fait. Et du coup, ça s'est vraiment fait dans une super ambiance de partage et de coopération. Ça a vraiment été un moment très sympa. Alors, il y a eu des épreuves écrites, il y a eu évidemment des épreuves sur l'eau, il y a eu des médias training, et puis il y a eu des entretiens individuels, qui est un moment, j'imagine, assez particulier, où on se retrouve voilà, face à 2, 3 personnes, sélectionneurs, et puis on doit se vendre un peu. Toi, qu'est-ce que tu as le souvenir d'avoir dit? Qu'est-ce qui a pu faire la différence? Au-delà, bien sûr, de tes titres de championne du monde de match race, qui est la discipline justement pour la Women America's Cup. Ouais, exactement. Bah, c'est sûr que le match racing, c'est quand même ce qui symbolise un peu l'America's Cup. Après, en ce moment, elle est quand même en foil. Bah, moi, je leur ai pas menti. Hein, je leur ai dit que sur le foil, c'était pas ma spécialité. J'en ai fait un tout petit peu, mais je pense que j'ai du boulot à faire là-dessus. Par contre, c'est une épreuve en équipage. Et ça, là-dessus, je pense que j'ai plus d'expérience que la plupart des filles qui postulaient. Parce que nous, on navigue en équipage depuis quand même pas mal d'années et c'est quelque chose qui est particulier entre naviguer à deux et naviguer à plus. Il y a quand même un gap sur la gestion d'équipe, sur la communication, etc. Et là-dessus, je pense que j'avais quelque chose à apporter à l'équipe. Donc moi, j'ai plutôt appuyé là-dessus. Et ben non, c'est sûr que de toute façon, le projet, il est juste fou. On a vraiment hâte de commencer à s'entraîner ensemble maintenant. Justement, la coupe, ça représente quoi pour toi? Parce qu'en fait, on a rarement l'occasion de poser cette question aux filles, hein, quand même. Ça représente quoi pour toi? Tes idoles, tes images de coupe, c'est quoi? Bah, je sais pas si j'ai des idoles, mais ce qui est excellent, c'est que le Néo-Zélandais, on faisait du 420 ensemble, donc avec Peter Burling. Double vainqueur de la Coupe de l'Amérique, quand même. Ouais, exactement. On était sur l'Européen et sur le Mondial Jeune ensemble en 2007 ou quelque chose comme ça, 2006. Donc c'est excellent d'avoir ça. Et je me rappelle que sur cette épreuve-là, parce que on est quand même en vase un peu clos sur ces épreuves, donc ça discute pas mal entre étrangers. Et lui, c'était déjà hyper clair pour lui que lui, il allait faire, je sais plus, une année de 420. Après, il passait en 4-7, il ferait les Jeux Olympiques et après, il irait sur la coupe. C'était déjà tracé à ce moment-là, donc nous, ça nous faisait marrer. Et bon, bah ça s'est vérifié. Mais c'était déjà très tracé à ce moment-là. Et bah c'est sûr que la coupe, c'est un peu l'épreuve ou une des épreuves ultimes en équipage. C'est ce qui se fait de mieux en termes de navigation, de technologie et bah, c'est un peu le rêve de participer à une épreuve comme ça. C'est quoi tes images de coupe, toi? Ah bah, les fights en finale là où ça remonte de scénarios qui sont improbables et où il y a des retournements de situation de fou et où il faut rien lâcher parce que rien n'est gagné avant la fin quoi. Ça dit quoi qu'il y ait une première Women America's Cup dans
dans toute l'histoire de cette belle vieille Coupe de l'Amérique? Eh ben, ça montre qu'il y a du changement, que ça évolue et que ça va vraiment dans le bon sens pour les filles. Et je pense que c'est une chance d'arriver à ce moment-là et de pouvoir participer à ça. Toi, tu te dis aussi, est-ce que tu te dis aussi, pardon, que bah voilà, ta discipline à toi va être mise en lumière, que potentiellement tu vas avoir l'occasion de. Alors, tu dis que tu fais pas ça pour la reconnaissance ou pour être médiatisé, mais que tu vas pouvoir. Est-ce qu'il y a ce petit côté de se dire que tu vas pouvoir montrer aussi de façon plus large tout ton talent, tout ce que tu sais faire? Bah, c'est sûr que je pense il y a des paramètres qui vont être transposables sur le bateau. Mais après, et ben justement, quand j'ai fait du Figaro, je me suis rendu compte que bah, ça restait de la voile et que à peu près quel que soit le bateau qu'on fasse, et ben il y a des fondamentaux qui se retrouvent. Arriver à faire aller vite un bateau, arriver à être au bon endroit, et que c'est adapté aux disciplines, mais qu'en fait ça reste et ben les bases de la régate. Et donc c'est marrant dans des disciplines aussi différentes d'arriver à transposer ça. T'en attends quoi de cette expérience-là? Est-ce que tous les matins, quand tu te lèves, tu te dis oh, je vais aller à la Coupe de l'Amérique à Barcelone en 2024? Bah on n'en est pas encore là quand même, parce que pour l'instant on est un groupe encore large. Mais c'est sûr que j'ai vraiment envie de bosser pour ça, parce que le projet est génial. Et ben, il y a toute la phase de préparation qui va être top. J'ai pas navigué avec toutes les filles. Je pense que ça va être super de pouvoir découvrir des filles qui viennent d'horizons assez divers et qui ont du coup des choses différentes à apporter. Et oui, je pense que ça va être une super aventure. Je rebondis sur ton mot aventure parce qu'il y en a eu, ben, on l'a beaucoup évoqué déjà, hein, cette aventure de la course au large. Alors, j'ai lu un article dans Voile et Voilier qui date d'un an. Après ton deuxième titre de championne du monde. Alors, on évoquait tes petites sœurs jumelles, hein, Jeanne et Julia, qui ont fait la Transat Jacques Vabre ensemble. Et toi, tu disais, bon, non, le large, ça m'attire pas forcément plus que ça. Bon, bah, et pourtant, pourquoi est-ce que tu as accepté la proposition de Corentin Auro d'aller justement faire cette transat qui était pour la première fois et imposée par le sponsor Paprec mixte? Alors, bah déjà c'était vrai, hein. J'envisageais pas du tout de faire de la course au large à ce moment-là. J'aime bien parce qu'à Euh, chaque fois que je te pose une petite question sur ton parcours, c'était pas prévu, c'était pas fait exprès, je n'y pensais pas vraiment. Bah non, non, mais par contre, il y a quelque chose enfin, ce que j'avais dit aussi dans l'article, c'est que si l'opportunité se présentait, je dirais peut-être pas forcément non. Je pense que, bon, je me suis toujours, enfin, j'ai pas de plan de carrière tracé, mais par contre, profiter des opportunités, c'est quelque chose qui me parle et qui me donne assez envie. J'aime assez le challenge, faire des choses nouvelles, ça me fait pas tellement peur. Et quand Corentin m'a appelé pour me demander si, enfin, il m'a pas tout de suite appelé, il m'a envoyé un message et il m'a demandé, je sais plus, mais quelque chose comme la Transat Paprec, ça te dirait. Et j'ai un peu réfléchi et j'ai dit bah pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'a fait éventuellement hésiter puisque tu as réfléchi? Bah parce que j'en avais jamais fait et que j'envisageais vraiment pas d'en faire, que mon record en mer ça devait être 48 heures et que c'est vraiment bah, la longueur de la course qui me faisait peur. Et ouais, c'est ça, vraiment la longueur, pas trop les conditions de course, pas le bateau, mais vraiment la longueur de la course et le format quoi. Et on s'est appelé, on a discuté un peu du projet et j'ai dit deal. Qu'est-ce qui t'a persuadé dans votre conversation à tous les deux? Bah, il m'a dit que la dernière fois, et on voyait toujours des bateaux à côté. Et du coup, ça serait un peu un match race géant. Bon, du coup, il s'est pas trop trompé. Et non, c'était très sympa. On est sur un bateau pas très grand, avec un duo mixte. Comment est-ce que vous avez vécu ces donc 19 jours en mer tous les deux? Alors, on parlera de la compétition, hein, bien sûr, mais humainement, d'être tous les deux pendant ces 19 jours, qui était en plus une grande première pour toi. Enfin, déjà, il y a quelque chose aussi qui m'a fait accepter, que c'est que j'étais assez sûre qu'avec Corentin, humainement, ça allait matcher. On a le même point de vue, enfin, on a la même vision de la compétition. Je sais que lui, il était plutôt là pour perfer aussi. Il lâche rien non plus. Donc, je savais que là-dessus, on allait être plutôt alignés.
Et ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé sur l'eau. Ça s'est organisé hyper facilement. On a trouvé un peu nos postes de manière un peu intuitive. On n'avait pas beaucoup d'entraînement du fait de nos programmes respectifs. Donc on a vraiment été à l'essentiel et ça s'est mis en place vraiment facilement. Donc ça, c'était vraiment cool. Et c'était quoi justement les postes se sont installés naturellement, dis-tu, ou intuitivement? La répartition, elle s'est faite comment, justement, de façon naturelle? Bah lui, il connaît très très bien le bateau et du coup techniquement comment ça se passe. Donc bah, même si sur les quarts après on gérait tout seul, mais sur les manœuvres, moi j'étais plutôt barre et lui était plutôt euh, T'étais plutôt à la barre, manipulation ça du m'étonne. bah voilà, plutôt manipulation du navire quoi. Non, et puis ça s'est fait comme ça s'est fait comme ça de manière bah, c'était là où on était performant le plus rapidement en fait. Ça s'est calé très vite. Moi c'est quelque chose que je fais, c'est un type de bateau qu'on utilise enfin en tout cas c'est un range de taille qu'on utilise régulièrement. Lui il connaît hyper bien le bateau, donc il m'a tout de suite mis dans les bonnes fourchettes de réglage, etc. Bah ça fait gagner quand même un temps infini pour découvrir le bateau. J'étais en piste verte de découverte. Comment est-ce qu'elles se sont, ou plutôt à quel moment tes appréhensions de la longueur de la course, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand est-ce que ça s'est envolé en fait? Ou à quel moment ça s'est envolé? Ah bah de toute façon au moment où j'ai dit oui, à un moment faut y aller, donc donc je sais pas si j'avais pas plus d'appréhension, mais de toute façon à un moment je savais qu'il allait falloir que j'y aille, donc j'ai essayé de prendre le truc au jour le jour. Et en fait une fois dans la course, on a vraiment été au contact la totalité de la course avec les 3 ou 4 premiers bateaux même. Et bah du coup on se prend au jeu, hein. On essaye d'aller tout le temps plus vite plus vite que les copains d'à côté. Il m'avait mis Winbag, là, le logiciel qui nous dit si on va plus vite que les copains. Et voilà. Du coup, on a fait un match région, ça se regardait avec Massif et avec CMB, ça se regardait constamment sur la dernière semaine de course. Ça a jaillit en même temps, ouais, il y avait vraiment du match, quoi. Vous vous êtes énervé sur la fin ou pas? Non, on s'est pas trop énervé. Alors en fait, il y a quelque chose qui a aussi un peu joué, c'est que les 48 dernières heures, on a vraiment eu beaucoup d'algues et on a à peu près passé notre temps à ramasser les algues dans la quille. Donc ça occupe pas mal. Ça laisse pas trop le temps à l'énervement. Et ben non, non, on s'est pas énervé. Il y a un moment, il faut faire des choix. Nous, on a choisi ce qui nous semblait être le bon. Ça a pas très bien payé sur la fin, mais on est quand même ravis de la course qu'on a fait. On a été au contact, on était en mesure de gagner à 36 heures de la fin. Donc après, bah, c'est sûr que tout le monde peut pas gagner et il y a des options qui se révèlent meilleures que d'autres. Mais nous, en tout cas, on a fait les choix qu'on voulait faire, donc on peut pas regretter. Au final, c'est Loïs Béréard et Charlotte Yven qui vont remporter cette Transat Paprec. Alors, on est bien d'accord, quand tu es sur le circuit de match race, la contemplation n'existe pas. Là, sur une Transat, même si on était sur du match race géant, est-ce que tu peux nous raconter un moment, je ne sais pas, à la barre, et un moment de plaisir intense, un moment de contemplation, justement, auquel tu n'as pas dû goûter beaucoup finalement dans ta carrière? Ah bah moi, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait faire 2 semaines de spi sans s'arrêter, j'ai trouvé ça génial. Sans repartir au près, franchement, j'ai trouvé ça génial. Il n'y a On a pas la bouée surfé, à les virer. c'est ça, franchement, on faisait des surfs, c'était interminable et ça s'arrêtait pas. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Qu'est-ce que tu as appris sur toi après ces 19 jours sur l'eau? Donc en fait, 19 jours, c'est possible. Bah non, mais tout était nouveau, tout était nouveau. Donc bah ça aussi, ça aide un peu à passer le temps parce qu'il y a plein de découvertes sur moi, et ben que j'étais capable de gérer ça. Je savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais jamais fait gérer le sommeil sur une période comme ça. Alors en double, c'est sûr que ça aide parce qu'il y a le copain qui est quand même en veille pendant que toi tu dors, donc ça aide à récupérer, voilà. Mais tout était nouveau et ben ça a un peu plus éprouvé ma capacité d'adaptation. C'était très sympa. On en parlait un petit peu aussi tout à l'heure, le fait que Paprec impose la mixité dans cette transat. Quel regard tu portes là-dessus et quel regard tu portes sur cette évolution-là?
Alors, je rappelle quand même aussi à nos auditeurs, parce que je suis quand même obligée de le dire, ta maman, elle est responsable de la mixité justement à la Fédération française de voile. J'imagine que c'est quand même un sujet qui vient assez régulièrement ou qui peut venir assez régulièrement dans les conversations de famille. Oui, c'est vrai, mais alors, ouais, pas tant que ça dans les conversations de famille, mais parce qu'en fait, ils ont jamais fait je pense que c'est dans notre éducation, ils ont jamais fait de différence sur on aurait fait les mêmes choses si on avait été une fille ou un garçon. Une de mes sœurs voulait faire du foot, bon, finalement, elle s'est ravisée avant la fin de l'année, mais c'était pas, c'était pas un problème, quoi. Donc, du coup, je pense que, ouais, on en parle, mais c'est pas un sujet. C'est, Et le fait que voilà. Paprec justement impose maintenant cette mixité dans la Transat. Bah, ça a vraiment été une chance. Moi, c'est certain que j'aurais pas fait de course au large, en tout cas pas à ce moment-là, si Paprec avait pas imposé la mixité. Donc c'est vraiment une chance et ça ouvre plein de portes à des filles qui voudraient découvrir la course au large. On a vu sur la mini là où il y a eu, je sais plus, mais plus de 80 biomixtes aussi qui se sont formés. Enfin, il n'y a jamais eu autant de filles qui naviguaient et qui ont l'opportunité de le faire. Donc je trouve génial que ça puisse ouvrir des opportunités aux filles et leur donner confiance pour monter éventuellement leur propre projet si ça leur dit. Après, bah c'est sûr qu'il faut pas que ce soit une fin en soi. C'est dommage de devoir en arriver là, mais il n'y a pas de solution miracle. Donc, on voit que c'est une solution qui marche. Et pour ça, on peut déjà souligner l'audace de Paprec d'imposer ça, parce que je crois que c'était quand même pas très bien vu quand ils ont fait l'annonce. Et ils ont tenu bon. Et c'est vraiment cool pour les filles. Ça t'a donné envie de plus de large, Pauline? Du coup, pas dans l'immédiat, parce que la Coupe de l'América me faisait vraiment très envie avant, et je suis ravie d'être sur ce projet-là, et ça va pas me laisser beaucoup, beaucoup de temps à côté. Mais je dis pas que j'y reviendrai pas à un moment. Justement, tu parles de la coupe. On n'oublie pas aussi que tu es professeur d'EPS. Alors, j'imagine avec un emploi du temps archi aménagé. Comment ça va se passer les prochains mois entre le match race, la coupe, les cours? Comment tu vas t'organiser? Ouais, alors déjà, faut le souligner, moi j'ai vraiment la chance de pouvoir bénéficier d'un aménagement de mon emploi du temps. Donc c'est un accord en tant que sportif de haut niveau, j'ai un accord entre le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale qui me permet d'être déchargé d'une partie de mon temps de travail. Donc c'est vraiment c'est ce qui me permet de faire les deux, puisque concrètement sinon ce serait pas possible. Donc ça c'est vraiment top de pouvoir bénéficier de ça. Et je suis en ce moment même en train d'aménager sur comment ça va se passer, parce que déjà à la rentrée ça va être plutôt très très chargé, parce on va faire une petite épreuve en 69F avec la totalité des filles, donc sur 2 bateaux, et après on va aller essayer le simulateur à Barcelone, donc ça va être chargé et je suis en train d'organiser ça. Le simulateur, vous l'avez déjà testé, vous les filles, ou pas encore? Le simulateur, pour expliquer, c'est effectivement quand on n'a pas encore forcément le support, qui sera l'AC40 pour vous, pour la Coupe de l'América. Il y a donc la possibilité de s'entraîner sur un simulateur. Alors, ça ressemble un peu au casque, un peu de réalité virtuelle. Ça aussi, ça va être des choses nouvelles. Ah ça va être complètement nouveau, j'en ai jamais fait. Alors il y a 2 filles qui sont allées l'essayer à Quiberon avant qu'il soit démonté pour être emmené à Barcelone, et moi j'étais au mondial, donc j'ai pas pu y aller. Et donc on va faire ça en septembre. Et on a eu un peu de retour. Il paraît que c'est vraiment déconcertant, parce que c'est très très réaliste sur toutes les images et toutes les données etc. Mais par contre, on n'a aucune sensation de vent et en fait, on se rend pas compte, mais on est très très formaté à les utiliser. Et donc au départ, quand on débarque là-dessus, il paraît qu'on est perdu, qu'on sait pas d'où vient le vent et qu'on sait pas à quelle allure on est sur le bateau. Mais du coup, j'ai hâte d'essayer ça. Justement, t'as hâte comment de tout ce qui se profile? Je suis hyper impatiente. C'est nouveau, ça va nous challenger, parce que moi en plus je viens pas tellement du foil, donc j'ai plein de trucs à apprendre et j'ai hâte de pouvoir progresser sur ces domaines. C'est pour ça aussi que j'ai dit oui à la course au large, c'est parce que ça m'a fait progresser sur d'autres aspects de la voile que j'avais pas encore expérimenté, et je suis persuadée que multiplier les expériences c'est transmissible sur tous les bateaux qu'on va faire. Donc les multiplier, c'est d'avoir des compétences multiples et qu'on va pouvoir réinvestir. Ils te regardent comment, tes collègues, Pauline?
Parce qu'on parle de Coupe de l'Amérique, on parle de championnat du monde, on parle de transat en double. Alors au-delà du fait que tu es très bronzé toute l'année, il te Ah ouais, regarde alors vraiment le bronzage, c'est quand même le principal motif de chambre quand je rentre. Donc j'ai beau leur expliquer que je fais pas de la pétanque, du coup c'est sûr que je vais rentrer bronzée. Je me fais systématiquement chambrer. Et non, mes collègues ils sont assez à fond, c'est excellent. Ils avaient organisé un repas quand je suis rentrée. Alors moi j'étais décalquée de la transat, c'était hyper marrant parce que moi j'aurais bien fait une sieste à midi, mais ils avaient organisé un repas pour qu'on discute de comment c'était passé et tout. Non, ils sont à fond, ils suivent ça, et ils essayent, ils me suppléent un peu parce que pour gérer mes élèves quand je suis pas là, donc ils sont top. Au début, tu nous disais, évidemment, la voile allait faire partie de ma vie, mais je voulais pas qu'il y ait que ça. Donc, il fallait trouver un métier qui puisse me permettre de rendre les deux choses compatibles. Aujourd'hui, avec un peu de recul, tu te dis quoi de ce que tu as réussi à accomplir? Tout à l'heure, tu nous parlais de Peter Burling qui très très tôt disait je ferai ça, 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 et il a fait. Mais finalement, tu as fait aussi. Ouais, ouais, c'est cool. Ça montre que c'est possible, hein. Alors, je dis à nos auditeurs. Donc, Pauline, quand on lui dit des choses comme ça, on a l'impression que tu es un peu gênée. Alors, tu regardes un peu en l'air. Bon, j'ose pas trop dire, mais si, il faut dire, quoi. Ah non, mais je suis ravie d'avoir fait ce que j'ai fait, ce qu'on a fait avec l'équipage. Je pense que j'ai mis les choses en place pour que ça puisse être possible. Et voilà. C'est tout. Non, c'est pas tout. Il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Donc Comme quoi? Comme la coupe par exemple. Comme après, je sais pas. Il y aura sûrement d'autres opportunités. Non, mais ça, on te fait confiance pour aller les accrocher. Bon, allez, dis-nous, là, les prochains jours, ils vont ressembler à quoi? Parce que c'est les grandes vacances. Là, on est quand même bien d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment les grandes vacances quand on est navigatrice en plus d'être prof? Et là pour le coup c'est vraiment les vacances. Chouette. Je fais un petit peu de vacances en rentrant. On est rentré là il y a juste quelques jours du mondial, donc là je fais vraiment des vacances, et après après on va repartir assez vite naviguer. Il y a les IFEBIEN, donc les internationaux de France qui se profilent fin juillet et qui seront qualificatifs pour le championnat d'Europe Open, donc avec les garçons. Donc on va retourner naviguer là-dessus. Et après, je vais aller faire un petit tour en Nouvelle-Calédonie. J'étais invitée par le club là-bas pour développer le match racing. Donc voilà, et puis je vais rentrer pour faire du 69F avec Team France. Et puis après, il y aura le simulateur et puis la rentrée. Exactement, et la rentrée. Eh ben, écoute, quel programme fabuleux. Évidemment, on va suivre tout ça. J'enjoins nos auditeurs et nos auditrices, allez, quand il y a des mondiaux de match race, d'aller fouiller un peu sur Internet pour aller regarder, parce que c'est diffusé quand même de temps en temps sur le web, d'aller chercher les résultats et de suivre tes performances et celles de ton équipage. On te souhaite un bel été. On te souhaite plein de navigation. On te souhaite une belle préparation pour la Coupe de l'Amérique. Pauline, merci beaucoup d'avoir été l'invitée de Navigante. Eh ben, merci beaucoup à vous. Et à bientôt. À bientôt, évidemment. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.